Vous écoutez le podcast Parlons Livre Photo, présenté par Julien Gérard. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo. Je suis aujourd'hui à Cergy-Pontoise, à l'Office du Tourisme, où a lieu le Nomade Festival, où j'ai retrouvé mon vieux pote Alexandre Sattler. Je suis super content de te voir, ça faisait déjà quelques temps qu'on s'était pas vu, donc c'est cool. Puis faire une interview pour le podcast avec toi, c'était un truc que je voulais refaire depuis longtemps. C'était pas la première fois parce que tu étais un des tout premiers à intervenir et je ne maîtrisais pas du tout mon matériel et l'interview est sympa mais le son est complètement foiré. Bonjour Alex. Salut Julien. Alors Alex, tu vis en Alsace, à Colmar, où tu as grandi. Déjà, ça fait toi une bonne personne de base. Tous les auditeurs connaissent mon amour pour l'Alsace. Donc tu as grandi avec comme terrain de jeu la forêt et la montagne, ce qui t'a amené rapidement vers des études de guide nature et d'accompagnateur en montagne. À 20 ans, tu effectues ton premier voyage en Afrique. Tu découvres parmi d'autres pays un qui m'est très cher, le Bénin, dans lequel tu retourneras 20 ans plus tard. On va en parler tout à l'heure. Tu pars ensuite en Australie avec une bourse jeunesse et sport pour partir à la rencontre des peuples aborigènes. Et depuis, tu n'as cessé de parcourir le monde, l'Asie, l'Afrique, le Maghreb. Tu ramènes de tes voyages des images de tes rencontres, mais aussi du son. Tu es également en effet auteur pour de nombreuses radios sur des thématiques comme le voyage ou les modes de vie alternatifs. Tu produis également le podcast Regarde d'ailleurs, où tu pars à la rencontre de personnes avec des parcours de vie inspirants et qui sortent de l'ordinaire. Tu as également fondé une association Regarde d'ailleurs, dont l'objectif est d'aider les ONG à communiquer en mettant à leur disposition ton savoir-faire en tant que faiseur d'images et preneur de son. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Tu as oublié beaucoup de choses. J'imagine. En tout cas, c'est une belle intro, c'est pas mal. On voit que tu as un peu potassé ton sujet, que tu as pris le temps d'aller voir un petit peu ce qui se passait sur Google en tapant mon nom. C'est ça, jusqu'à la 5e page et après je me suis endormi. Alors tu nous parles un petit peu de ce que j'ai oublié ? Ce que tu as oublié, je crois qu'il y a un itinéraire de vie personnel derrière tout ça. Là, tu as simplement dressé ou brossé un petit peu ce que j'ai fait, tout en oubliant peut-être un peu ce que j'étais et ce qui m'a amené à ça. Donc je pense que c'est important aussi d'expliquer aux auditeurs que à 19 ou 20 ans, tu parles d'un premier voyage, tu t'es un peu planté, c'était pas le Bénin, c'était le Togo. Mais bon, le Bénin et le Togo sont effectivement frontaliers, c'est cousins, c'est la même population. Et c'est peut-être ça que j'ai envie de rajouter dans ton introduction, c'est que j'étais complètement paumé à 18 ans, je faisais partie de ces jeunes qui avaient besoin de s'habiller avec de la marque et qui cherchaient une reconnaissance à l'extérieur. J'avais besoin d'avoir un t-shirt Nike, des chaussures Reebok, enfin j'étais vraiment dans cette illusion du matériel, un peu paumé, mais quand même poussé par cette envie d'aller voir ce qui se passait ailleurs, d'explorer le monde et besoin de sortir de ma zone de confort, besoin de me frotter un petit peu à cette diversité humaine. Et besoin aussi de quitter le carcan familial. Et j'étais fan de reggae music, j'aimais beaucoup le reggae et dans cette musique il y a toujours cette apologie de l'Afrique, Zion, la terre promise. Et comme fan de reggae, je rêvais moi aussi de partir en Afrique. Et donc je m'étais mis en mouvement et j'avais trouvé une association qui me permettait d'aller faire un projet humanitaire au Togo. Et je suis parti un peu flippé quand même parce que j'avais jamais quitté mon Alsace natale. Je suis pas du tout issu d'une famille de voyageurs. Et donc je pars au Togo avec mes fringues de marque, avec ce mal-être qui me colle à la peau et qui m'accompagne, et je me retrouve face à des gens qui n'ont vraiment pas grand-chose, des t-shirts défoncés, des chaussures ou pas de chaussures, mais ils avaient quelque chose d'assez essentiel que moi je n'avais pas, c'était une forme de joie. De joie de vivre, et là j'ai fait exploser toutes mes croyances et j'ai compris que j'étais simplement conditionné par le monde dans lequel j'avais grandi et que ce voyage avait permis de déconstruire, ou avait commencé en tout cas à déconstruire certaines de mes croyances, et ça m'a mis une claque monumentale. Et donc quand je suis rentré
de ce premier voyage. Il y a une phrase que j'aime bien répéter, il y avait un Togolais qui m'avait dit: vous en Europe, vous avez la montre, nous en Afrique on a le temps. Donc ce jour-là, j'ai enlevé ma montre et j'ai choisi de changer radicalement et puis d'être plus en quête de qui j'étais. Voilà, donc un voyage en Afrique m'a amené ou m'a tourné vers un voyage intérieur pour pouvoir me découvrir et mieux me comprendre et puis finalement cheminer et révéler la personne que j'étais vraiment et suivre un parcours de vie par la suite que je me suis complètement construit de toutes pièces parce que je n'ai jamais voulu rentrer dans une case. Mes parents ont bien essayé de m'y mettre mais ça marchait pas. Tu rentres pas... je voulais pas me contraindre à une box, à une petite case. Et donc voilà, un voyage, effectivement, on a amené un autre. Parce que à travers le voyage, j'ai eu l'impression d'apprendre beaucoup plus que sur une chaise d'école. J'ai beaucoup de photographes interviewés dont les parents voulaient les faire rentrer dans des cases pour qu'ils apprennent des vrais métiers, entre guillemets. T'as laissé tes habits Nike aussi au Togo ? Alors j'ai laissé beaucoup de choses, j'ai laissé une partie de moi et je suis rentré chargé avec des batiks et des djembés et je me suis lancé à cette époque dans un business de djembé pour aider les communautés togolaises parce que j'avais bien conscience que pour nous c'était beaucoup plus facile en Occident avec notre pouvoir d'achat. Donc je me suis mis en tête, je me suis investi de la mission d'aider les copains togolais que j'avais fait à l'époque et donc je ramenais plein d'artisanats que je revendais dans mes réseaux ici en Alsace pour lever des fonds et puis pour pouvoir les soutenir et peut-être pourquoi pas les aider aussi à venir en France. Je me rappelle, j'étais là avec des galères administratives à remplir des dossiers pour essayer de faire venir un ou deux copains qui rêvaient aussi de pouvoir voyager et ça m'a aussi fait prendre conscience de cette profonde injustice injustice entre l'Europe et l'Afrique, savoir que notre passeport est un sésame incroyable et que moi je pouvais facilement pouvoir partir en Afrique mais que de l'autre côté c'était beaucoup plus compliqué pour un Africain de venir en France. Donc voilà, ça m'a vraiment aussi révélé toutes mes blessures. On parle des blessures de l'âme et moi ma blessure c'est l'injustice et là je me suis retrouvé face à une injustice incroyable. Donc l'Afrique a vraiment été pour moi un voyage initiatique. Il y en a eu d'autres par la suite mais celui-là ça a été le premier. Donc premier choc, première claque culturelle et puis quand je suis rentré forcément ça m'a profondément impacté et si je n'avais pas fait ce voyage, clairement je pense que ma vie n'aurait jamais été ce qu'elle est aujourd'hui, à savoir une vie remplie de rencontres et remplie de voyages. Et curieusement, j'ai l'impression que t'es pas trop retourné en Afrique après, tu es plus allé vers l'Asie, non ? Alors l'Afrique, c'est vrai, je suis rentré d'Afrique, je parlais que d'Afrique, je portais des comment on appelle ça là, des pantalons africains, des batiks, des boubous en wax, voilà, j'avais un pendentif en bois d'ébène avec la carte de l'Afrique autour du cou. Et puis surtout, je te connais depuis quelques années sans cheveux, mais t'avais des rastas. Mais j'avais des dreadlocks, tout à fait. J'étais rentré d'Afrique, je m'étais fait faire des dreads là-bas parce que c'était le reggae qui m'avait emmené là-bas. Je mettrai une photo. Donc je suis rentré, le stéréotype du jeune occidental en quête d'identité qui a l'impression de se rencontrer, de se trouver là-bas. Enfin, je devais être très très drôle quand je suis rentré. Mes parents ont dû halluciner, ils ont dû avoir très très peur aussi. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je rêvais de retourner en Afrique. Mais les choses ont fait que j'avais une autre passion. Je te parlais du reggae, mais j'avais aussi une passion pour tout ce qui était peuple racine, peuple premier. Et j'aimais beaucoup bouquiner des livres d'ethnologie, d'ethnographie sur ces différents peuples du monde. Et j'étais fasciné par la connexion de ces peuples à l'environnement. Alors que nous, on a tendance à vivre dans un monde relativement déconnecté et relativement hors sol. Et donc, un de ces peuples qui m'avait beaucoup plu ou qui m'avait fasciné, ça a été le peuple aborigène en Australie. Et suite à la lecture d'un bouquin, ça s'appelait Message des hommes vrais. Au monde des mutants, un bouquin de Marlo Morgan. Et en lisant ce livre, je me suis dit ok, mon prochain voyage, ce sera partir à la rencontre des aborigènes. Sauf que c'était sans compter le soutien de mes parents parce qu'eux ne voulaient pas que je parte. Eux avaient choisi qu'il fallait que je trouve, comme tu disais avant, un vrai métier. Mais bon, moi j'avais besoin de m'émanciper de ça. Et pour partir, il fallait trouver de l'argent. Donc j'avais monté un projet, une bourse jeunesse et sport. Et le projet tel que je l'avais écrit, c'était partir à la rencontre du peuple aborigène et mettre en place un diaporama, une conférence diaporama pour mettre en lien et mettre en lumière le lien entre le peuple aborigène et la nature, entre le peuple aborigène et les espèces animales et végétales. Et j'ai reçu une subvention, je sais plus, c'était la subvention maximum qui était possible via ce programme de soutien aux Jans. Et je suis parti donc en Australie, je me suis acheté mon van, j'ai découvert la van life et avec ce van je suis allé passer du temps dans les différentes communautés aborigènes pour passer du temps avec eux. Et c'est là aussi où dans l'idée
de faire un travail de conférence, de diaporama. Il fallait que je puisse ramener des contenus. Et donc je me suis acheté un appareil photo pour pouvoir photographier les aborigènes, photographier ce que j'allais vivre là-bas en Australie, dans l'idée d'en faire un diaporama. Et c'est comme ça que j'ai commencé la photographie. Sur le terrain et en voyage, parce que j'avais monté ce projet et puis parce que j'avais cet objectif et cet impératif. Du coup, comme j'avais été financé pour ça, il fallait que je ramène quelque chose. Donc voilà, je me suis mis une contrainte qui m'a permis de créer du contenu et de me lancer dans la photographie de reportage. Et le son, c'est venu quand alors ? Le son, c'est... alors oui, c'est vrai que j'ai une baseline sur mon site internet, c'est Gaïa Image, l'image et le son, vecteur d'émotion. Donc ça a commencé par l'image, j'ai été fasciné par la beauté de l'autre, la beauté des paysages, la lumière, et chercher cet esthétisme dans ce que je voyais autour de moi. Et en voyage, le voyage a une fin, et il fallait que je rentre régulièrement en France, parce que une fois que j'avais épuisé mes économies, il fallait que je rentre pour bosser. Et donc je suis passé par le circuit classique du Pôle emploi pour trouver un boulot, et la conseillère m'a dit tiens, là il y a un boulot dans une radio à Colmar où j'habitais. Il y a un poste d'animateur radio, et moi j'avais l'image de l'animateur Skyrock ou Énergie, tu vois, Coué. Coué ou d'autres, ou je sais plus quelles étaient les têtes d'affiche dans les années 2000. Et bref, donc bon, ok, pourquoi pas, et je vais à cet entretien d'embauche dans cette radio associative du côté de Colmar. Je rencontre la directrice d'antenne. Je rentrais du Japon à cette époque-là, je venais de passer 1 an au Japon. Donc j'étais vraiment barré sur l'Asie, sur les cultures, les peuples du monde. Je rencontre la directrice de la radio qui me dit mais si je te donne le micro, de quoi tu parles ? Quelle émission tu vas faire ? Et moi je disais là, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment la diversité culturelle, parce que je pense que c'est vraiment dans cette diversité qu'on peut se rencontrer et qu'on peut avancer aussi. Voilà, l'autre nous renvoie quelque chose de nous-mêmes qui nous permet de réorienter sa direction. Je suis vraiment pro-diversité culturelle, et j'avais envie de communiquer là-dessus, sur les différentes cultures, les différents pays du monde, les différentes manières de s'habiller, de se nourrir, de penser, et je lui explique tout ça, et elle me dit ok, tiens, je t'embauche. Et j'ai commencé à bosser comme ça dans une radio locale à Colmar, et j'ai absolument adoré ce boulot, parce que je me suis rendu compte que le micro était un outil incroyable pour ouvrir plein de portes et pour quelque part nourrir la curiosité que j'avais. Parce que le voyage était aussi ça, je pense. C'est aussi une curiosité qui me pousse à aller rencontrer de nouveaux espaces et à aller rencontrer l'autre. Et là, c'était pareil. La radio permettait de nourrir cette curiosité que je pouvais avoir des autres. C'est chouette. J'adore. On va parler un petit peu photo. J'ai eu la chance de voyager un peu avec toi. On s'est croisés au Maroc. On s'est croisés en Birmanie. Et j'ai une anecdote que j'aime bien avec toi, ça me fait marrer quand je regarde ton travail. Je suis encore tombé dessus hier soir en préparant l'épisode. Mais je sais pas si tu te souviens, on était partis avec des espèces de vélos électriques pour voir les temples de la plaine de Bagan. Oui, Bagan en Birmanie. Donc on était partis chacun avec un vélo électrique ensemble, et puis je sais plus, j'avais une galère, je crois que j'avais crevé un pneu ou un truc comme ça. Et donc toi t'es parti, t'as continué à te promener, à faire des photos. Moi ça a été vite réparé, je suis parti, j'ai fait mes photos de mon côté parce que c'est un super site, c'est énorme, pour se retrouver c'était un peu compliqué. Et on rentre le soir à l'hôtel, on avait les mêmes photos mais pas sous le même angle. Ça me fait toujours marrer de voir ça. T'as des anecdotes comme ça de voyage, des trucs complètement improbables Vécu avec toi ou vécu en voyage ? J'aime bien parler voyage et anecdotes parce que tu vois, il y a pas longtemps on a un ami en commun, Mohamed, je l'ai croisé par hasard à l'aéroport de Addis Abeba, c'était complètement improbable. Mais j'en ai beaucoup. Alors j'interviens de temps en temps sur des festivals où on me demande de faire des récits de voyage ou parler un peu de ce métier de photographe voyageur. Donc c'est devenu un vrai métier aujourd'hui, hein. Je vis de la photographie et aussi du son, hein, d'émissions radio ou de podcasts que je réalise. Et c'est vrai que j'ai vraiment, c'est vraiment en voyage où j'ai le plus de synchronicité qui vont avoir lieu. J'ai des histoires complètement improbables. Alors j'en ai une que j'aime bien raconter. J'ai 22 ans à ce moment-là, donc je pars au Népal. 22 ou 23 ans, je décide de partir au Népal. Et c'était l'époque où donc je vivais pas du tout de la photographie, hein. À cette époque-là, j'étais simplement un jeune voyageur en quête d'espace et en quête de culture.
Et je pars donc au Népal avec cette idée de traverser l'Himalaya parce que je faisais des études de guide de montagne, d'accompagnateur en moyenne montagne. Et donc fallait que je passe un examen et je me suis dit quoi de mieux que l'Himalaya pour pouvoir préparer le probatoire et m'entraîner. Donc je pars là-bas en Himalaya avec mon sac et mes chaussures de rando, seul, dans un contexte un peu particulier à l'époque parce qu'il y avait eu une guerre civile, les maoïstes étaient au pouvoir et il y avait des barrages partout dans les montagnes, c'était pas forcément évident de pouvoir se balader. Donc je devais raconter des gros cracks, des gros mythos dès que je me faisais arrêter par les maoïstes dans les montagnes et je disais que j'étais dans un groupe mais que mon groupe était parti devant parce que moi je tombais malade dans le village d'avant, donc il fallait que je me dépêche pour pouvoir les rattraper. Et puis ça passait, voilà, donc j'ai pu comme ça passer différents barrages et me balader dans l'Himalaya tout seul jusqu'à ce qu'un jour je rencontre un sadhu. Donc un sadhu, c'est les hommes saints dans l'hindouisme, ce sont des hommes qui ont fait le choix de renoncer volontairement à la vie matérielle pour se consacrer complètement à une vie spirituelle, une quête de liberté, une quête d'éveil. Le sadhu est censé vivre sa dernière incarnation avant d'atteindre l'état d'éveil. Et ce sadhu-là m'a complètement fasciné parce que moi je marchais avec mon sac, mes godasses, je galérais quoi, je sais pas, je devais être à 3 à 4 mètres d'altitude. Avec le manque d'oxygène, avec le poids du sac, j'avançais pas bien vite. Et lui, j'avais l'impression qu'il flottait sur les chemins himalayens, à marcher comme ça, quasiment nu, avec son trident. Et je me suis dit, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais qui est ce mec qui a un style incroyable avec ses dreadlocks? Ça m'a rappelé à mon époque Rasta, tu vois. Sauf que là, j'avais un Rasta des montagnes et je savais pas ce que c'était. Et j'ai complètement plané quoi. Et donc j'arrive dans le village d'après et je dis vous avez vu ce mec là, c'était qui? Il me dit c'est un sadhu, il y a un pèlerinage, il allait monter au temple de Muktinath. Donc moi aussi j'ai voulu rejoindre ce temple là et j'ai découvert l'existence de ces hommes que j'ai cherché à rencontrer par la suite dans mon voyage au Népal. Et j'en rencontre un, je l'approche comme ça timidement, il vit un peu dans une grotte. Je sais pas trop comment me positionner, je suis un peu fasciné, j'ai tendance à fantasmer ce mode de vie là, de cet homme en quête de liberté, où je me dis que moi je suis quand même né dans un système où on m'a fait croire que être c'est avoir, et lui choisit d'être sans aucune possession. Donc encore une fois ça me retournait complètement le cerveau et ça me permettait de déconstruire mes croyances pour en intégrer d'autres. Et donc je prends une photo de ce sadhu dans sa grotte, il est là en train de fumer le chillum, parce que le chillum fait partie des accessoires pour atteindre un état de conscience, on va dire subtil. Et je rentre en France et il se trouve qu'à ce moment-là, je crée une association qui s'appelle Regarde ailleurs. Tu me voles ma question suivante. On pourra en parler plus tard de cette association. J'ai créé une association et pour lever des fonds pour l'association, je prends quelques-unes de mes images et j'en fais des cartes postales. Et ce sadhu, c'est une image un peu mystique comme ça, on le voit en train de fumer dans une grotte un peu obscure. Mais ça fait une belle ambiance, j'en fais une carte postale et je mets dessus une citation, je ne sais plus laquelle c'était, mais bref. Et puis elle est vendue comme ça à quelques exemplaires. Je pense que la première impression que j'ai faite, ça devait être 500 exemplaires. Donc je la vends localement à Colmar et puis voilà, l'histoire passe, les années passent aussi et le Népal ça fait partie des pays coup de cœur et donc j'y retourne je crois 6 ou 7 ans plus tard. Et entre temps j'ai voyagé en Inde, j'ai voyagé dans d'autres pays d'Asie, mais j'ai quand même toujours cet attrait pour l'hindouisme et puis toujours envie de rencontrer ces hommes sages, ces sadhus. Et je pars avec cette carte postale dans mon sac, peut-être dans l'histoire un peu dingue de retrouver ce mec et de pouvoir lui donner cette carte. Et il se trouve que de fil en aiguille dans ce voyage 7 ans plus tard au Népal, je me retrouve plus ou moins au même endroit, dans sa grotte, il est là, avec son chillum à boire du chai, à m'inviter, donc je rentre dans sa grotte avec cette fois un peu plus d'assurance parce qu'entre temps j'avais voyagé un peu plus et j'avais des codes que je n'avais pas avant. Et content de moi, je lui sors la carte postale parce que je me suis dit c'est chouette de pouvoir ramener un souvenir aussi, montrer qu'il y a déjà eu une rencontre dans le passé et ne pas être le touriste lambda qui fait que passer, mais celui qui de temps en temps revient et donne quelque chose en retour. Je lui donne ma carte postale, il la regarde, il éclate de rire et il m'ouvre son petit sac et il me sort la carte postale. Il l'avait déjà. Il l'avait déjà. Et je me dis mais c'est incroyable, une carte qui a été vendue comme ça là localement sur Colmar se retrouve dans la grotte du sadhu dans son petit sac dans lequel il a très peu de possessions mais il avait déjà cette carte, donc quelqu'un a dû le reconnaître, lui envoyer, je ne sais pas comment c'est possible.
Mais en tout cas, c'est une synchronicité que j'ai beaucoup aimée parce que ce jour-là, j'ai pris conscience que la photographie avait du pouvoir et prendre une image, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque part prendre l'image de quelqu'un. Donc c'est important de le prendre dans le consentement de la personne parce qu'en tant que photographe, quand on fait une image, on ne sait jamais ce qu'elle va devenir. Jamais j'aurais pu imaginer qu'une image prise dans une grotte en Himalaya allait se retrouver dans les mains de ce sadhu. Donc maintenant je fais très attention dans les images que je prends et je m'assure toujours d'avoir le consentement de la personne et je ne vole plus d'images comme j'ai pu faire au tout début avec mon téléobjectif à me planquer un peu entre deux arbres quand je voyais une belle scène de vie où j'étais encore un peu timide et je n'osais pas forcément aller à la rencontre, je n'osais pas forcément aller vers l'autre pour pouvoir prendre l'image que je rêvais de réaliser. Tu as évoqué ton association Regard d'ailleurs, tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors Regarde ailleurs, ça a été aussi l'émission radio que je faisais sur la radio locale pour laquelle j'ai bossé. Cette notion de regard, d'élargir sa vision sur soi, d'élargir sa vision sur le monde, de porter son regard sur l'ailleurs. Et donc j'ai créé une association du même nom avec un copain qui s'appelle Georges, qui était comme moi voyageur, mais pas photographe, en tout cas pas encore à l'époque. Le métier, photographe, je suis devenu photographe à partir du moment où j'ai commencé à vivre de la photographie. Mais avant ça, pour moi, je me sentais pas légitime parce que, encore une fois, cette notion de case en France où tout est très normé, je n'avais pas légitimité, je souffrais un peu de ce syndrome de l'imposteur. Donc je me disais pas photographe, mais je me disais, je sais pas, j'ai eu différents métiers dans ma vie, mais j'étais voyageur avant d'être photographe. Donc mes photos, je les valorisais dans une association. Je trouvais que c'était assez sympa de pouvoir partager les expériences de vie vécues à l'étranger. Et la photo est un moyen de partage et de lever des fonds aussi. Parce que quand on voyage, on est forcément touché par ce qu'on va observer. Et des fois on se sent impuissant, mais des fois on se dit ok, là il y a peut-être moyen quand même d'aider financièrement ou d'aider sous forme de communication pour montrer cette réalité du monde qui n'est pas forcément très valeureuse. Donc voilà, la photo était pour moi un moyen de raconter des histoires, mais aussi de lever des fonds via l'association Regarde ailleurs, par le biais d'expositions, de conférences ou des fois de vente d'images ou de cartes postales. Voilà, donc Regarde ailleurs, c'était ça. Pendant des années, donc créer des projets en lien avec l'image, la vidéo, le son aussi. Ça a été de faire des salons solidaires, des salons bio pour communiquer sur ces différents reportages que j'avais pu faire avec Georges ou seul, jusqu'à ce que je choisisse de me libérer un peu de la structure associative pour créer ma propre entreprise et assumer le fait que mes images trouvaient leur public et commençaient à me permettre de vivre de ce métier. Alors, le podcast s'appelle Parlons livre photo. Donc tu es photographe, tu es l'auteur de plusieurs livres. J'espère ne pas en avoir oublié. Ode à la bienveillance, les sadhus, dont on a parlé tout à l'heure. Éclat de joie et le dernier, La doyenne du monde, dont tu as également réalisé un film avec Péjane, le photographe Péjane. La doyenne du monde, c'est un peu une histoire comme avec le sadhu. Tu es parti à la recherche de cette dame que tu avais photographiée quelques années auparavant. Tu nous parles un petit peu de ce livre ? Alors t'en as oublié quand même, t'as oublié les 3 premiers qui sont 3 bouquins que j'avais auto-édités. C'était 3 bouquins de cuisine sur la cuisine végétarienne et végétalienne. Donc j'avais fait 3 bouquins auto-édités qui avaient été diffusés sur des salons bio et des foires bio. Après j'avais fait un autre livre que j'avais appelé Oraison, c'était aussi un bouquin auto-édité. Mais bon, j'ai jamais vraiment développé ou percé là-dedans parce que c'était trop de boulot pour moi de courir avec mes cartons de bouquins pour essayer de les revendre. Et après les autres bouquins que tu cites, Éclat de joie était le premier bouquin que j'ai fait publier aux éditions Ozoni, Ode à la bienveillance le deuxième, Éclat de La doyenne du monde, oui, aux éditions Aquinomé, raconte ou retrace un voyage, un périple en Birmanie. Donc c'est celui-là dont tu veux que je te parle. Donc c'est vrai qu'il y a cette notion de quand on voyage, on fait des rencontres et quand on voyage beaucoup, on retourne parfois dans des endroits déjà visités. Et un pays qui m'avait beaucoup touché, ça a été la Birmanie, où j'y ai été déjà avec toi, on y avait passé un peu de temps ensemble, mais j'avais fait d'autres voyages avant, après aussi. Et une image qui était devenue un peu une image iconique, ça a été une image d'une grand-mère que j'avais photographiée dans les montagnes de l'État Shan, qui avait été exposée dans différents lieux, vendue dans des magazines. Et cette grand-mère n'a pas d'âge. J'aime jamais à penser que c'était la doyenne du monde, parce que quand on regarde son visage, il est parcheminé par l'empreinte du temps.
Et ce que j'aimais beaucoup, c'était l'impact de cette grand-mère sur les gens qui se trouvaient face à la photographie. Les gens me disaient « Waouh, mais qu'elle est belle !» Et j'ai trouvé très intéressant de voir à quel point on peut avoir peur de l'apparition de ses propres rides, mais trouver la beauté dans le regard de l'autre, dans le visage de l'autre, alors que l'autre a 10, 20, 30 fois plus de rides que nous-mêmes. Et je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose là dans ce sujet de la vieillesse. Pourquoi est-ce que nous, on a peur de notre propre finitude ? Pourquoi est-ce qu'on se trouve moche quand on vieillit, alors que finalement la beauté réside dans l'œil de celui qui regarde et elle est partout en fait. C'est vraiment un filtre qu'on pose, des lunettes qu'on pose, un filtre qu'on pose devant son regard. Et voilà, j'avais envie de développer ce sujet-là et de se dire qu'on peut être une personne âgée et très très belle. Et donc souvent les gens me demandaient, mais quel âge a cette dame ? Et je ne savais pas quoi répondre, donc j'ai décidé de retourner en Birmanie pour retrouver cette dame et pouvoir mettre un nom, un âge et une histoire sur la vie de cette femme que j'ai donc appelée la doyenne du monde. Et donc je suis parti avec un copain, Payane. J'ai dit Payane, tiens, je pars en Birmanie la semaine prochaine. Si tu veux, on pourrait, pour retrouver la doyenne du monde, et j'avais un autre projet là-bas aussi, hein, c'était assez multiple, j'aime bien dans les voyages avoir différents projets. Je pars pas forcément... Ouais, j'ai des idées en tête. Je pars plus avec de guide de voyage pour faire le site des lieux touristiques. J'ai toujours des autres missions, des autres idées en tête. Et donc une d'entre elles, c'était de retrouver cette doyenne. Payane aime bien mon histoire et me dit ok, je t'accompagne. Puis on décide de faire un petit documentaire qui retrace cette aventure-là à la recherche de la doyenne du monde. Et puis effectivement, quand on est rentré en France, on a fait un film qui a été projeté d'ailleurs ici au Nomade Festival l'année dernière et projeté dans différents lieux aussi. Et pour rendre hommage à cette dame, on a fait aussi un livre qui s'appelle La doyenne du monde, publié aux éditions Akinomé. Le livre, c'était prévu avant de partir ou c'est venu après ? Non, le livre n'était pas prévu du tout. Rien n'était prévu. Il y avait juste une intention qui avait été posée dans l'idée de retrouver cette dame. C'est tout. Donc il y avait pas. Si le film, on l'avait évoqué, mais sans réellement être sûr d'aller au bout du projet. Moi, j'ai proposé ça à Payane. Il était ok dans l'idée. Mais je savais pas si ça allait fonctionner ou pas dans le voyage. Est-ce qu'on allait retrouver cette dame ou pas ? Est-ce qu'on aurait les images suffisantes pour monter un documentaire derrière ou pas ? Voilà, c'était simplement une intention qui avait été posée. Et puis on s'est dit ok, on va au bout de cette intention, on l'incarne dans la matière, on réalise réellement ce documentaire, chose qu'on a fait. Et puis on s'est dit quitte à faire un film, autant sortir un livre. Alors, je sais pas si tu vas répondre à la question, mais si tu réponds, attention, spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu le film, est-ce que tu as retrouvé cette dame ? Alors, la doyenne du monde avait 93 ans quand je l'avais rencontrée, ça devait être en 2014 ou 2015. 93 ans, elle en paraissait beaucoup plus parce que vraiment ça vaut la peine de chercher cette image dans mon travail photographique. Ouais, je mettrai la couverture du livre sur laquelle elle apparaît. Vous verrez qu'elle a un visage incroyable. Et donc je savais en partant que l'issue reste la même pour tous, on est juste de passage sur cette terre, donc c'était possible qu'elle ne soit plus là. Et effectivement, dans ma quête, j'ai rapidement appris qu'elle avait quitté son corps. Voilà, donc j'ai retrouvé son village, j'ai retrouvé sa fille, ses petits-enfants, sa famille, j'ai passé du temps avec eux, qui m'ont raconté l'histoire de cette dame qui s'appelait Moufrassoa. Mais qui n'était plus là, qui n'était plus de ce monde, qui vibrait sur d'autres plans, peut-être plus subtils. Elle a peut-être vu le livre. Peut-être le livre est là, et je sais que je retournerai en Birmanie. En ce moment, c'est compliqué pour les raisons qu'on connaît. Hein. Ouais. Prise de pouvoir de la junte, et donc en ce moment, il est plus possible de voyager en Birmanie. Mais bon, j'ai bien en tête et bien envie de retourner là-bas avec un bouquin pour retrouver la famille, puis organiser une projection dans le village du documentaire La doyenne du monde, et puis offrir un livre à la maman, à la fille, parce que c'est vrai que la photographie a aussi ce rôle de mémoire intéressant, et là on est quand même dans un village où il n'y a pas ce lien à l'image comme nous on peut avoir. Et quand j'ai su retourner pour retrouver la doyenne, forcément j'avais avec moi des tirages. Donc les gens étaient très contents de pouvoir récupérer les tirages, la photographie de Moufrassoa qui avait été faite des années auparavant, parce qu'il n'y avait pas de trace en fait de son passage dans ce village. J'avais demandé, ils n'avaient pas de photo d'elle. Non, parce qu'on est avant l'arrivée des smartphones dans cette partie-là de la Birmanie. Et donc non, on est vraiment dans un village où l'électricité arrivait très tardivement. Maintenant elle y est depuis peut-être 2 ou 3 ans. Mais avant il n'y avait pas d'électricité là-bas, pas forcément de route carrossable pour accéder à ce village. Donc oui, le rapport à l'image était très différent, et c'était vraiment heureux de pouvoir garder une trace
de Mauffrasois. Tu parles de la difficulté à voyager en Birmanie actuellement avec le coup d'État et la junte militaire au pouvoir. On a eu d'autres difficultés les dernières années, donc c'était un peu l'apocalypse pendant 2 ans. Néanmoins, tu as réussi à partir en Namibie avec Stéphanie Ledoux. Tu nous parles un peu de ce voyage. Toi, quand on est confiné, toi tu te dis moi je prends l'avion et puis je vais me confiner dans la nature. Ouais, alors c'était les questions posées hier soir par Eric Lange lors d'une intervention qu'on a fait avec Stéphanie pour parler de ce voyage en Namibie. Et c'est vrai qu'en France, il y avait eu ce premier confinement qui était quand même très lourd, où on devait faire une auto-attestation pour s'autoriser à chercher le pain. Je trouvais que c'était un peu aberrant et un peu risible. Enfin, on était dans une sorte de dystopie, comment on dit, de marasme, enfin une situation que j'ai pas bien vécue en fait, comme beaucoup, hein. Je trouvais ça complètement fou ce qui était en train de se passer. Voilà, sans prendre position, j'observais ce qu'il se passait en France et autour de moi, et je me suis dit non, je peux pas me soumettre à ces injonctions en fait, parce qu'il y avait des injonctions de toutes parts. Et arrive le deuxième confinement, là je me dis mais en fait moi je décide de faire du déni de confinement, je ne suis pas confiné. Je refuse de me soumettre à m'autoriser moi-même à sortir dans un rayon de 5 km pendant 2 heures. Enfin je voyais pas le sens à ça, surtout que j'habite dans la forêt, dans la montagne, et que j'aime même balader. Donc voilà, dans ce contexte clivant, très clivant entre les Français ou même entre les pays, je me suis dit je veux partir loin de tout ça, et donc je regarde sur la carte un pays dans lequel il y a très peu d'humains et beaucoup de nature. Et il se trouve que la Namibie est le pays africain le moins densément peuplé, avec le plus d'espace naturel. Et donc je me dis voilà, bingo, je vais là-bas, je vais me confiner là-bas. Pas de raison de rester ici, enfermé entre 4 murs, alors que je peux me créer une vie différente de celle qu'on a choisie pour moi et qu'on m'a imposée quelque part, hein. C'était quelque chose de complètement imposé et de subi et de pas choisi. Donc j'ai choisi de me libérer de ça et de partir en Namibie, où là-bas je savais que les grands espaces me feraient du bien, parce que on revient un peu au début de l'émission. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'était cette connexion à la nature, à l'environnement. C'est pour ça que j'avais étudié l'écologie pour être guide nature et accompagnateur en montagne. Cette reconnexion à soi, mais aussi cette reconnexion à notre environnement naturel, et reconnexion à cet essentiel que je retrouvais dans la vie des peuples premiers. Donc j'en parle à Stéphanie, et bingo, on a pris l'avion et on est parti en Namibie. Top. Et alors, ça se passe comment un confinement en Namibie ? T'es pas confiné. Dehors. Voilà, non, c'est une réalité qui était très différente. Alors même si le virus, à ce moment-là, on parlait je crois que c'était le variant sud-africain, qui faisait un peu peur, qui était un peu... Qui est juste à côté pour le coup. Qui est juste à côté, hein. Namibie est frontalière avec le Botswana à l'est, au sud l'Afrique du Sud, et au nord l'Angola. L'Angola, je dis pas de bêtises, ouais, c'est l'Angola. Et donc oui, on parle de virus tout le temps, partout, beaucoup dans les médias, mais finalement quand on est sur le terrain et puis qu'on éteint sa radio et qu'on regarde pas la télé, il n'y a plus de Covid en fait. Il n'y a plus de Covid, c'est dans la tête. Enfin non, c'était réel, je ne vais pas dire que ça n'a pas existé, mais c'est vrai que quand on choisit de filtrer l'information, on se préserve quand même beaucoup émotionnellement et mentalement de ce qui se passe autour de nous. Et là, on se sentait absolument pas en danger, dans le sens où on était dans un pays où on croisait personne, quoi. Donc, et d'ailleurs pas de touristes non plus, parce que les vols avaient plus ou moins fermé. Les loueurs de voitures étaient déprimés parce qu'ils avaient des parcs automobiles avec des voitures qui étaient toutes là garées les unes à côté des autres, mais personne pour pouvoir les conduire. Parce qu'en Namibie, on voyage beaucoup comme ça, hein, en voiture, en self-drive, ça s'appelle. Donc ça a été historiquement un moment extraordinaire pour pouvoir voyager, parce que c'est un contexte je pense que j'en reconnaîtrai pas, ou j'espère en tout cas ne pas en reconnaître dans les années à venir. T'es parti en Jordanie aussi, il me semble, pendant cette pandémie. Tu as eu la chance de voir Petra avec beaucoup moins de monde. Oui, c'est vrai qu'il y a des... Alors je me suis dit, mais en fait, waouh, c'est extraordinaire de voyager quand personne ne voyage, parce que les gens pensent que c'est pas possible de le faire, alors que c'est tout à fait possible de continuer à voyager, dans beaucoup de pays en tout cas. Et c'était le moment d'aller voir différents endroits qui m'ont toujours fait rêver, mais où j'étais un peu effrayé par le tourisme de masse. Et Petra en Jordanie fait partie de ces endroits que je fantasmais, et puis j'ai profité de cette période-là pour aller à Petra, et finalement il n'y avait personne, quoi. J'ai vu Petra sans personne.
Ça doit être juste dingue pour l'avoir connu avec beaucoup de monde pour le coup. Où est-ce qu'on peut voir ton travail, Alex ? Où est-ce qu'on peut voir mon travail ? Bah, j'ai un peu grâce à toi fait un site internet d'ailleurs, tu m'as pas mal aidé. C'est vrai. Sur ce site qui s'appelle gaiaimage.com. À cette époque, t'habitais encore en Alsace, on était copains, on se voyait de temps en temps. Je sais que t'étais assez doué pour ça, pour tout ce qui était site internet et réseaux sociaux aussi d'ailleurs. Donc voilà, un site internet, des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, même si c'est de moins en moins vu. Et où est-ce qu'on peut voir mon travail ? J'essaie de le montrer par des publications magazines, par des publications dans des bouquins, et puis sur des festivals aussi, les festivals ou en galerie, ou voilà, différentes expos. Donc aller à la rencontre du public, je trouve que c'est chouette de partager sur les réseaux sociaux, parce que c'est quelque chose aujourd'hui, on peut pas faire abstraction de ça, ou en tout cas difficilement. Mais ce que j'aime vraiment, c'est d'aller à la rencontre de d'autres voyageurs ou de ceux qui aiment mon travail photographique pour pouvoir partager, échanger ensemble. Donc voilà, festival ou livre. Pour les sites et les réseaux, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Je crois que tu prépares un prochain bouquin. Oui, alors le dernier qui a été fait aux éditions Ozoni s'est très bien vendu et il est épuisé. Donc l'éditeur a fait le choix, plutôt que de faire une réédition, d'en faire un nouveau. Donc on a défini un thème. Dans mon travail photographique, j'aime bien mettre en avant l'émotion. C'est souvent des images, on me définit comme photographe un peu humaniste. Vecteur d'émotion. Vecteur d'émotion, parce que dedans, là, des sourires, de la joie, éclat de joie, de la bienveillance ou de la bienveillance. Donc là, on a choisi de faire une éloge au sourire, parce qu'après 2 ans ou 3 ans où tout le monde s'est retrouvé avec un masque sur le visage et à cacher le sourire en fait, on avait envie de le libérer. Donc on va faire un livre qui s'appelle Éloge du sourire, et redonner à tous ces visages une expression de joie. Faudra que je fasse une petite playlist comme ça, des épisodes avec des photographes qui montrent de la joie, parce que ça me fait penser au livre de Sylvain Sester, La vie est belle, oui. Qui pareil fait beaucoup de bien en ce moment. Moi j'ai pas mal offert tes livres et celui de Sylvain justement pendant les 2 dernières années à tous mes amis et la famille qui faisaient un peu la gueule, voilà, avec la situation. Donc le livre La vie est belle, Ode à la bienveillance, c'est des livres qui font du bien. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que ces bouquins se vendent bien aussi, parce que c'est le bouquin cadeau facile, d'offrir de la joie, de la bienveillance, des sourires aux gens qu'on aime. Donc ouais, je crois qu'on a besoin de ça. Alors la photographie, c'est un univers qui est quand même très diversifié, très vaste, et c'est vrai que moi je vais plutôt vers ça. J'ai envie de photographier la beauté. Voilà, la beauté des paysages, mais aussi la beauté dans le regard de l'autre, la beauté de cette humanité qui nous relie. Tu vois, j'aime penser, peut-être très naïvement ou faussement naïvement, que l'homme est bon par essence, mais que c'est le système qui a tendance à le corrompre. Donc voilà, j'aime montrer la bonté qu'on retrouve dans le visage des gens. Je pense qu'on a une part de responsabilité dans notre manière de penser, dans notre manière d'être et dans notre manière d'agir. Et si moi je veux voir une belle humanité, des gens heureux, des gens joyeux, des gens beaux, je vais montrer ça et je vais photographier ça. J'ai une dernière question. On évoquait avant les citations que tu mets sur tes photos. Tu les cherches où ? Moi, il y en a une qui me fait rire à chaque fois que je la vois, et mon fils est hilar. Je mets mon petit moine, un jeune moine, avec le doigt dans le nez, et la citation c'est « Cherche et tu trouveras ». Qui c'est qui te sort toutes ces citations ? D'où tu les trouves ? Alors là, les citations, c'est sur les cartes postales que je fais pour l'association Regarde ailleurs, qui existe toujours. Donc j'ai mon entité de photographe Gaia Images, mais j'ai aussi la fondation Regarde ailleurs qui me permet de continuer à lever des fonds pour soutenir des projets que je photographie. Et via Regarde ailleurs, on édite des cartes postales, et c'est vrai que j'y mets des phrases, parce que les gens aiment bien, c'est rigolo, et puis ça se vend bien. Et puis une des citations, c'est effectivement un petit garçon qui fouille dans le nez et qui s'écrit « Cherche et tu trouveras ». Elle fait beaucoup rire, elle fait rire beaucoup de monde, c'est vrai. Cherche et tu trouveras, je crois que c'est une phrase qui est issue de la Bible, c'est Jésus qui dit ça. Tu sais qu'à cause de toi, quand je dis à mon fils de sortir les doigts du nez, il me dit « Je cherche, je vais trouver ». Excellent. Excellent, c'est bien, il en a retiré la leçon. Donc comment je trouve les phrases et les citations ? Sur une carte postale, c'est un format 10-15, donc ça reste petit, donc il faut que la phrase elle soit courte. Et donc je vais pas mettre des longues citations, donc soit je m'inspire de citations que j'aime bien et je vais voir comment est-ce que je peux avec des mots un peu similaires, ou en tout cas la réduire,
soit je regarde l'image et j'essaie de voir ce qu'elle m'inspire, quels sont les mots qui sont véhiculés par ce visuel, et puis j'en fais une citation. Merci Alex pour cette belle interview. Mais de rien. Je vous retrouverai dans une semaine, mais je n'ai pas encore fait le planning des diffusions, donc je ne peux pas vous dire le photographe qui sera interviewé. Probablement un photographe du Cameroun, et je mettrai dans les liens de cet épisode, dans les notes de cet épisode, tous les liens dont on a parlé. Déjà les photos, donc la fameuse photo d'Alex avec des rastas. Je l'ai sauvegardée sur mon ordinateur pour pas qu'il puisse les effacer avant que j'ai le temps de mettre tout ça en place. La couverture du livre, La doyenne du monde, où vous pourrez voir le portrait de cette belle vieille dame, les liens vers le site, les réseaux sociaux. Et je vous remettrai également le lien vers l'interview de Sylvain Sester qui a édité le livre La vie est belle, qui va un peu dans le même sens, dans la même démarche que celle d'Alex. Au revoir tout le monde. Merci Julien, belle journée à tous. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser une note. 5 étoiles, ce serait top, ou un commentaire pour améliorer notre référencement. Vous pouvez également nous soutenir via Tipeee, la plateforme pour laisser des pourboires aux créateurs de contenu.